La bande commence par un bus sur une colline sinistre lorsque l'arrêt est laid. Les freins s'effondrent simplement de nulle part sans avertissement. Le véhicule perd le contrôle global, tombe dans un canyon. L'accident est une catastrophe totale, menant la vie de 20 étudiants de la deuxième année du Midoritino College avec l'enseignant, le conducteur et le guide touristique. La scène échange contre un climat sinistre, ce genre d'ambiance qui donne déjà un frisson. Une voix chargée de méchanceté essaie de réveiller quelqu'un. La conversation entre eux est un peu étrange, très tendue. On nous dit le matin, en silence. L'autre n'appelle même pas le bruit. Bien. Le temps se réchauffe lorsqu'un signal est la rupture. Il est temps de partir. Ils ont une mission. Ils vont dans un village où cet arrêt attend. Dans une autre partie du village, il y a tout un gros gars applaudissant si la foule est toute ensemble. Le subordonné confirme que les résidents sont dans la région, appelant le patron d'Adam en Sama. Satisfait, catégorique dit au peuple qu'ils sont la troupe d'extermination des monstres scellés, envoyés directement par le royaume sacré. Il laisse aller que le village a de la chance parce qu'ils ont trouvé un cristal de monstre scellé dans une église abandonnée à proximité. Le monstre coincé peut se détacher à tout moment. Et quand il roulera, leur équipe explosera l'animal. Les résidents, quelque peu inquiets, remercient la protection du royaume sacré. Ensuite, Adama change la conversation en logistique, disant que le coup de vent que la foule a rassemblé, ainsi que les maisons, deviendront une base temporaire pour les soldats du royaume. Tout doit être livré à temps. En cela, un vieil homme du village est bon, tout inquiet. Il interroge Adama, disant qu'il paie déjà des impôts et rend de la suffocation. Sans nourriture, ils mourront de faim. Et sans chez eux, ils n'auront pas où tomber morts. Adama, dans la plus grande froideur, se moque des plaintes. Il n'est pas temporaire jusqu'à ce que le monstre soit éliminé. Mais le vieil homme ne se fait pas peur. Il parle de l'histoire du village, des générations qui y ont grandi, que le départ serait perdu, mourant progressivement. Puis la patience d'Adama se casse. Sans clignoter, il raccourcit l'épée et coupe le vieil homme devant toute la foule. Le village est sous le choc, horrifié. Adama, sans donner de balles. N'oubliez pas que l'équipe agit par révélation divine, les interroger et de remettre en question la volonté de Dieu. Il fait semblant d'être déçu de cette foule irrationnelle. Ensuite, il vise dans toute la classe, appuyant pour obéir. Ces hommes soutiennent sur place, renforçant l'autorité du patron et encourageant les gars à suivre les ordres, commencent à rejoindre la nourriture comme mandat de nulle part. Quelque chose d'inattendu se produit, un squelette vient des bois et va vers eux. La vision donne un choc général dans le groupe. Adama, ennuyé, envoie les gars pour résoudre les trucs, maudissant les résidents pour l'incompétence. Le squelette n'était pas le temps et écrase plusieurs soldats faciles. En parlant d'une présence sinistre, montrant le mépris pour ces dieux qui n'ont pas protégé les faibles. Au lieu du salut. Ces forces divines menacent des vies innocentes. Déclarant que les faux dieux doivent être punis, le squelette annonce son propre jugement divin, la mort. Pendant ce temps, un autre groupe de soldats idiots à proximité réalise la confusion. Les gars se perdent, essayant de comprendre ce qu'ils prennent. L'un d'eux, tous nerveux, dit que le squelette passe à la porte du village. Leur chef, Captain Stringer, essaie de maintenir l'ordre. Se souvenir de leur devoir en tant que troupe d'élite du royaume sacré. La peur et la panique n'ont pas le temps là-bas, et il avertit que tout gâchis sera puni dans la morale. Voulant comprendre l'arrêt, Stringer envoie les soldats pour enquêter sur le village et revenir avec des nouvelles sur place. Un soldat hésite, disant que rien ne s'est passé dans les ruines de l'église, où le monstre scellé devrait être. Le capitaine pense que l'animal n'est gardé qu'à la porte. Dans une attaque de colère, il dit qu'Adama est un bar lourd et que quelque chose est étrange. Lorsqu'ils arrivent à l'entrée du village, le climat change. Il a un étrange liquide sur le sol. Et avant de comprendre, un rire vient de l'ombre. Une voix monstrueuse les fait, disant qu'ils sont la proie. Une étrange créature vient de l'obscurité, similaire à un insecte, et la peur frappe durement les soldats, qui commencent à crier désespérés. Sans réfléchir à deux fois, ils élèvent les lances et partent pour l'attaque. La bonne fille, Bonne, se moque de leur tentative. Elle montre sa puissance, appelée silk guillotine, un fil flexible qui sert d'avantage sur les mouvements de la victime. Qui tombe dans ce domaine sera emmené dans le nid et étouffé. Elle regarde le ciel, se demandant comment ces partenariats se déroulent. Un soldat n'abandonne pas, avance avec la lance et laisse échapper un sort de purification. En pensant qu'ils ont gagné, la foule célèbre, croyant qu'ils ont vaincu la créature. Mais avant de respirer soulagé, le monstre ouvre les bras. Prêt à attaquer à nouveau. Pendant ce temps, Adama est gelé devant le squelette, ne sachant pas ce qu'il voit.
Le choc tourne en riant, il se moque de l'idée qu'un simple squelette est une menace. Plein de confiance en sa force, il voit la possibilité de gagner du mérite. Avec des coups rapides et précis, il donne une attaque brutale, coupant le squelette en petits morceaux. Voyant les os voler, il libère un rire, appréciant la victoire. Pour lui, cela prouve le pouvoir de l'humanité. En tant que transcendant étant béni par Dieu, le monstre scellé n'est pas à la hauteur. Le monde et les bénis, ceux qui ont une force écrasante. Presque tous les capitaines de l'armée, y compris lui, ont ces pouvoirs divins. En faisant les dirigeants d'élite. Mais même avec la victoire, l'existence du squelette est un mystère. Ne sachant pas quel cadeau il a toujours un élément imprévisible. Adam envoie les soldats restants à se regrouper, mais l'horreur ne grandit que lorsque le squelette commence à restaurer lentement, se levant à nouveau. Conservés et forts, les soldats ne peuvent être ouverts. Frustré, mais sans abandonner, Adama attrape l'épée, jurant de déchirer les morts en direct autant de fois qu'elle en a besoin. Le squelette, dans le plus grand de la marine, le regarde dans les yeux. Avec un ton froid. Il dit qu'il s'en fiche. De nulle part, plusieurs mains squelettiques apparaissent et lancent une attaque brutale. Ah! J'ai pris au dépourvu. Il sent le froid de la mort alors que les coups percent son corps enflé. Trembrant, il essaie de comprendre ce qui se passe. Le squelette, dans une mince ironie, donne le dernier coup avec un mouvement appelé la fausse eau de la vie. Sans penser, il efface le catégorique de l'existence. Tournant le dos au chaos, il regarde le paradis et commente la beauté de la lune. Pour ces morts vivants, ce ciel brillant est un signe, une prophétie de victoire pour les chasseurs de nuit. Dans l'autre zone, Captain Stringer s'attend à un patient. Question sur le retour des messagers, mais la réponse est sèche. Les soldats pensent qu'ils étaient très bons avec les résidents. Pour accélérer le rouleau, ils prévoient d'utiliser la lettre dans leur manche, menaçant les enfants en otage. Si le village n'obéit pas, il sera exécuté à coup sûr. Stringer pense à la fréquence croissante des monstres scellés. En tant que protecteurs du royaume sacré, leur mission est claire, d'exterminer ces créatures avant le malheur. Les résidents devraient remercier leur intervention. Sans ces gars, ce ne serait que la destruction. Curieux, Stringer s'approche du cristal scellé, tendant sa main pour jouer. Avant de toucher, une force invisible le repousse. Une voix furieuse coupe l'air, l'envoyant pour ne pas toucher. Étonné, il titube, exigeant qui ose le défier. Tournant. Il voit un garçon devant, avec un sourire calme et confiant. La colère grandit en lui alors qu'il crie, voulant savoir quand l'enfant est arrivé. Les soldats regardent le garçon suspect et demandent qui il est. Le garçon est dans le sien, analyse la foule et dit fermement qu'ils doivent partir. La région leur appartient. Un soldat commente que le garçon ne ressemble pas à un résident, les laissant rétrécir encore plus de chèvres. En demandant des réponses, vous obtenez une réponse déconcertante. Le garçon prévient qu'ils devraient d'abord s'inquiéter d'eux-mêmes. Ennuyé par la réponse. Un soldat le passe, en colère contre le manque de respect. Il n'accepte personne en plaisantant l'armée du royaume sacré. Mais juste au moment où ils essaient de saisir le garçon, le sol secoue fort. Un golem géant explose du sol, jetant les soldats d'avant en arrière. L'enfant, déjà sur la créature, crie la commande. Attaque! Le chaos explose alors que Stringer se tourne vers les années 30 pour essayer de reprendre le contrôle. Il crie pour changer la formation et envoyer la foule magique pour commencer à chanter les sorts de confinement. Mais avant qu'il ne soit terminé, l'enfant envoie un projectile en pierre volant, laissant tomber plus de soldats sur le sol. Autant qu'il s'efforce, le golem est tout simplement trop géant. La panique se propage parmi les soldats, qui sont terrifiés de réaliser que leurs armes ne sont pour rien. Certains essaient de s'échapper, criant que les épées et les lances n'ont aucun effet. Stringer cède ses dents, frustré et fait que tout le monde cesse de courir. Il change rapidement son objectif, ordonnant au groupe magique de verrouiller les mouvements de golem. La magie de la glace entoure les gigantesques membres de l'animal, le ralentissant juste pour qu'ils attaquent. Profitant de la chance, le limon progresse en cours d'exécution, réduisant la bête paralysée. Le golem se brise en morceaux sous sa lame. En riant fièrement, Stringer se vante de la victoire, disant que rien ne résiste à son épée. Gollum n'a jamais été une menace, juste une gêne géante contre la bénédiction de Dieu. Mais sa confiance tombe alors quand il réalise quelque chose d'étrange à proximité. Une créature étrange, comme un œil avec des touffes de cheveux, le regarde avec un sourire sinistre. Avant de pouvoir réagir, l'enfant se lance sur le Stinger. Son corps s'écrase, gelé en place. Désespérés, les sorciers courent pour aider, lançant des sorts pour retourner la mobilité. À l'époque,
il peut esquiver l'attaque qui arrive. Glenn et l'étrange monstre regardent le garçon, se demandant pourquoi il a laissé la cible s'échapper. Ils offrent de l'aide, mais il envoie à la fois la morale, ordonnant de prendre soin des autres soldats. Trigélé, maintenant plus raison que jamais. Il se rend compte que l'enfant voyage avec les monstres. Il doit être responsable des attaques récentes. Laissez-le s'échapper ne roule pas. Décidé, Stringer active une bombe de pompier, souriant alors qu'il jette vers l'enfant et le golem. C'est votre arme secrète, une offre pour retirer les ennemis. En faisant semblant de ne pas être un sorcier, il les fait sous-estimer, attaquer quand ils s'y attendent le moins. Dès qu'ils essaient de s'échapper, il prévoit de donner un coup final. Mais au moment où les flammes battent, la confiance de Stringer s'effondre. L'attaque est raféo. L'enfant a déjà dévié facilement, sans effort. Cela n'a aucun sens. Le timing était parfait. Il n'y avait aucun moyen d'éviter. La confusion domine le limon alors qu'il voit le garçon se déplacer intact. Il y a quelque chose d'étrange. Tout aurait dû sortir selon le plan, mais le gars est entier. Sa tête est mille. Est-ce une bénédiction? Des compétences inconnues? L'enfant laisse échapper un soupir, dans une grande tranquillité, affirmant que l'attaque était dangereuse. Il ne s'attendait pas à ce que Stringer utilise aussi la magie. Stringer resserre la mâchoire, l'esprit mille. Il n'a jamais vu de capacité égale, mais si elle ne permet que de détourner, vous pouvez toujours gagner. Il évoque plusieurs boules de feu, prenant le garçon non préparé. Sans hésitation, se prépare à se lancer, sachant qu'ils ne peuvent pas perdre de temps. Si vous prenez trop de temps, les monstres alliés entrent dans le combat, ce qui rend tout plus compliqué. Au début, il voulait juste capturer l'enfant, mais s'il a besoin de perdre un bras ou un autre pour le faire, ce qui est le même. Alors que le Stinger avance. Le golem et le monstre des yeux flottants sont inquiets. Le monstre décide d'être laissé derrière, envoyant le golem derrière les deux. Pendant ce temps, Stringer lance des boules de feu sans arrêt sur l'enfant, le forçant à détourner tout le temps. Mais à chaque étape, le limon raccourcit la distance. Il n'y a aucun moyen pour l'enfant de continuer à échapper à cela, si près, forçant l'avance. Le Stringer sourit, confiant qui a finalement acculé l'enfant. L'enfant court vers une porte, une impasse. La panique dure alors qu'il frappe à la porte, suppliant quelqu'un d'ouvrir. Stringer vient fermement, en s'assurant qu'il n'y a aucun moyen de s'échapper. S'écusant avant, il est clair qu'il ne le laissera pas fuir à nouveau. La peur prend le relais pendant que l'enfant tremble, suppliant qu'il reste à l'écart. Stringer essaie de se calmer, promettant qu'il ne mourra pas à l'heure. Le feu de l'épée cautérisera la blessure, arrêtant le sang. Mais comme ça se rapproche, l'enfant continue de mendier, d'une voix énorme. Ensuite, en un instant, tout change. Lorsque le limon arrive, l'enfant tourne le jeu. Faire semblant d'avoir peur n'était qu'un mouvement. Avant que le Stringer ne réagisse, l'enfant l'arrête contre le mur et colle plusieurs fois la lame dans le dos. Le choc domine le tristement. Il ne comprend pas ce qui vient de rouler. Le gamin s'excuse doucement, mais continue de picorer le couteau. Donne vos dents. Stringer rejoint les forces restantes, canalise la puissance et frappe dur, éloignant l'enfant. Haletant, il se récompense, fixant l'enfant avec colère et confusion. Il demande à savoir qui joue l'enfant. Êtes-vous du côté des monstres? Qui est-il? Quel est son réel? Avant de recevoir une réponse, une énorme ombre tombe dessus. Golem est arrivé. Stringer a à peine le temps de réfléchir avant qu'un poing géant ne s'effondre sur lui, l'écrasant par terre. L'enfant se tourne vers Golem, louant le timing parfait. Et le Golem se lie dans le compliment, tous fiers. Le combat est terminé. Le jeune homme, l'ennemi, n'est rien de moins que le protagoniste. Les monstres qui se battent avec eux sont leurs camarades de classe. Lorsque la poussière bat, un groupe s'approche, avec des yeux pleins de respect. Curieux, le héros les regarde. Votre collègue squelette explique qu'ils sont des villageois. Il avait dit qu'ils n'avaient pas à remercier, mais ils ont insisté pour montrer sa gratitude pour avoir été sauvé par un chevalier. Le héros glousse, le trouvant drôle. Il n'a aucune idée de qui est ce chevalier dont il parle. Mais se demande si les villageois ont peur d'eux. Épaule, il va à un cristal géant, pensant à qui sera le prochain. Votre collègue plaisante en disant qu'elle fera fondre qui est à l'intérieur. Réfléchit, le héros réfléchit à leur situation. Ils n'appartiennent pas à ce monde. Pour les gars ici, ce sont des monstres scellés, des ennemis de Dieu. Ce qui est à l'intérieur du cristal n'est pas différent. S'ils le quittent, l'Église s'exécutera dès qu'elle se réveillera. Dans ce monde, survivre, c'est se battre. Laissant les penser, il s'approche du cristal scellé, appuyant sa main sur la surface. Un sourire méchant apparaît alors qu'il accueille ceux à l'intérieur,
de l'autre côté du monde, à la classe des étudiants réincarnés de la 2e année, la session C. En dehors d'un bâtiment imposant, un gardien salue un chevalier. Reconnaissant ses efforts lors de la dernière expédition à la frontière, le colonel, le chevalier, salue et demande un public avec le pape. Le garde libère l'entrée, faisant confiance à son épée. C'est l'église du royaume sacré de Belfine, Caroline. À l'intérieur, le colonel entre dans une pièce sombre où un vieil homme est allongé sur le lit. L'homme reconnaît le colonel de faiblesse, l'attendant. Le colonel s'excuse auprès du reste, mais le vieil homme l'envoie là-bas, voulant entendre le rapport. Ce gars est le roi Pénantu, chef de l'église du royaume sacré. Le colonel commence le rapport en disant que la mission était remplie selon la prophétie de Lady Ashley. Le monstre scellé à Gudo a été éliminé et Stringer va vers l'est pour les Nabili. Le roi écoute cela et reconnaît l'exécution rapide de la mission. De la façon dont je m'attendais. Il exprime la satisfaction du colonel, son successeur nommé, croyant que le royaume est en sécurité entre ses mains. Réalisant l'hésitation du colonel. Les questions du roi. Le colonel admet qu'il pense que le chat supervise, doutant qu'il puisse vaincre King Panan, qui a fait face à 1000 hommes seuls. La bataille récente a été brute. Avec beaucoup de vies perdues. Le roi se moque de sa peur, rappelant les victoires du colonel, battant des monstres et repoussant les attaques depuis qu'il est devenu successeur. Pour lui, la force du colonel est indéniable. Avec un sourire, suggère un entraînement. Le colonel est un peu gêné, mais il y a bientôt des yeux. Cependant, une femme de chambre inquiète interrompt, notant que le roi se retira des batailles pendant 30 ans et ne devrait pas travailler trop dur. King sourit, trouvant ça drôle. Il se tourne vers le colonel, lui demandant s'il trouve un vieil homme pour le former absurde. Le colonel hésite, mais le roi insiste. Avant de faire la prochaine sieste, voulez pratiquer un peu. Acceptant le défi, le colonel aide le roi à sortir du lit. Les deux vont dans un champ d'entraînement ouvert. Surprenant le colonel avec un énorme espace. Le roi explique qu'il y a un endroit où ils peuvent se battre librement, sans rien tenir. Il envoie le colonel avec l'épée. Le colonel se prépare, essayant de ne pas laisser le blâme le tenir pour combattre un vieil homme. Mais pendant la préparation, quelque chose ne va pas. Il entend la voix du roi, mais ne peut pas le trouver avec ses yeux. La présence qui était là a été complètement disparue. Avant que le colonel ne puisse comprendre, le roi prévient. S'il n'attaque pas en premier, alors j'attaque. Le temps est venu pour un entraînement lourd, le frère et plusieurs mains jaillissent du sol pour l'attaquer. Le colonel avance pour obtenir le bateau, mais la casserole fait un moyen, déplace rapidement le lit et esquive le coup à la morale. Le colonel se déplace, ne croit pas ce qu'il a vu. Cela semble même impossible. Lord Panant a été à long terme. Tout le monde pensait qu'il s'était déjà terminé dans la vie d'un guerrier. Mais maintenant, voyant la vitesse du gars en réalité, le colonel obtient le vrai. Panon n'est pas seulement fort, c'est comme une légende vivante. Ces histoires en battant seuls les 7 dragons qui envoient la pièce avant qu'ils ne ressemblent à un conte de fées, mais maintenant ils deviennent une pure réalité. Compte tenu de cette puissance absurde, le corps du colonel réagit le matin. Les jambes tremblent et la peur domine le général. Il peut à peine poursuivre ce qui se passe. Qui dira reacte? Soudain, plusieurs ombres du Panon apparaissent devant. Un cercle de feu magique se forme. Le colonel se fait de la tête, pensant qu'il est tombé dans un piège. De nulle part, le pan ne publie pas le nom d'une autre technique. Chute du roi spectral. À moitié perdu. Le colonel regarde les yeux et élargit ses yeux de peur alors qu'il voyait beaucoup de figures fantomatiques grimpant vers lui. Ce sont les esprits attachés des ennemis du Panon le regardant fermement. Panon prévient, soyez prudent ou sera écrasé. Le colonel réagit léger, active le plus le bouclier impérial. Mais avant de bien résoudre ce qui se passe, la main de Panon est déjà dans sa gorge. Il appelle cela dommage. L'attaque surprise prend le colonel au dépourvu. La vision devient floue et la conscience commence à disparaître. Dans les derniers instants de lucidité, il se rend compte de quelque chose d'étrange. Les spectres disparaissent. L'esprit est tout confus. Quel arrêt était-ce? Le corps devient lourd. L'obscurité prend le relais. Quand il revient vers lui, il est allongé dans un lit. Une mine sur le côté explique que ces évanouissements se sont inquiétés du général. D'après ce qu'ils ont vu, il n'était que près du lit Panon et est tombé. Il passe les jours. Le colonel essaie de comprendre le rouleau. Demande la situation du tissu, voulant retirer ce qu'il a dit. La mine est en doute. Rappelez-vous quelque chose d'étrange. Lord Panan a dit qu'il n'avait même pas bougé. Le colonel ne croit pas et ne sort pas. Si Panan n'a pas bougé, que se battait-il? Une illusion? Ni l'un ni l'autre. Les illusions ont des signes clairs, comme le changement de température, la distorsion, le poison qui paralyse, très peu probable, la force du coup d'état,
les spectres. L'attaque qui ne s'est pas arrêtée, rien ne se ferme. Plus il essaie de trouver une réponse, plus il glisse. Mais il y a une chose qu'il perçoit dans la morale. Le plus grand ennemi n'était pas les techniques du pana, c'était sa peur. Il paniqua, laissa l'adrénaline gâcher la tête et se retrouva trop pour être le prochain chevalier sacré. Avec la crise de succession qui s'aggrave et les dangers à venir, il dessine qu'il est beaucoup moins préparé qu'il ne l'imaginait. Si vous continuez comme ça, l'avenir sera tendu comme l'enfer. Le colonel essaie de nettoyer l'esprit, mais un tas de figures à capuche apparaissent devant. Ils n'ont pas de rance personnelle, mais indiquent clairement l'intention. Sa chance est terminée. Il mourra là-bas. Le colonel ne secoue pas avec la menace. Cette bataille de blagues avec la casserole n'a peut-être pas laissé plus de doutes que de réponses. Mais c'était une leçon précieuse. L'a fait affronter ses faiblesses. Maintenant, il se prépare pour le combat, sachant ce qu'il doit faire. Plus que la force. Besoin d'expérience. Vous devez vous lancer à un arrêt plus lourd, pour vous exposer aux vrais dangers. Si vous voulez hériter de l'avenir de ce pays, vous ne pouvez pas vaciller. Avec une détermination du fer, il se prépare à mettre le bateau et à écraser tout l'obstacle. Après avoir vaincu les assaillants, le colonel a à peine le temps de respirer correctement lorsque les gardes courent avec des nouvelles urgentes. Il semble que leurs forces ont été attaquées à nouveau. Le colonel demande si vous pouvez tenir, mais les gardes secouent la tête. La situation est plus grave qu'il ne l'imaginait. Le chat est de l'équipe d'expédition. Dès que vous entendez cela, l'attention du colonel est nette. Ils ont perdu le contact avec le train-G. Toute l'équipe a disparu. Sa tête commence à paniquer. Ce n'est pas un problème courant. Il s'agit d'un type de test maximal. Sans perdre du temps, il envoie les gardes pour avertir le commandant de la formation à temps. Vous devez agir rapidement. La scène se transforme en un autre monde totalement différent, où un nouvel étudiant arrive. Un sceau puissant tombe en panne et un dragon apparaît. Quand il revient vers lui, la confusion prend le relais. Il y a quelques minutes, il était dans un bus, a eu un accident. Par logique, il devrait être mort. Alors pourquoi est-il toujours en vie? Est-ce un fantôme? Non, ça n'a pas l'air bien. Voici le vrai choc. Il regarde les yeux et remarque les ongles pointus, les écailles couvrant son corps, la queue se balançant derrière. Il a paniqué. C'est devenu un lézard. À proximité, le héros et un squelette regardent silencieux. Ils garantissent que tout le monde le traverse à un moment donné, mais cela n'aide pas le lézard à se calmer. Le héros décide de prendre le contrôle. Tout d'abord, il veut savoir qui est cet homme fou. La manière la plus directe? Demander. Avant de recevoir une réponse, le monstre des yeux arrive, voulant savoir qui est le lézard. Mais quand elle se rapproche trop, le lézard panique et frappe dur sur son visage, qui volant en hurlant à la peur. Le désespoir reprend la tête du lézard. Rien n'a de sens, mais une chose est sûre, il doit survivre. Il ne mourra plus, pas après avoir repris vie. Sa force surprend qui est proche. Le héros l'avertit de ne pas perdre le contrôle, mais dans l'état de fureur, le lézard n'entend pas. Vous savez juste que vous devez continuer à vous battre. Déterminé à survivre, il laisse échapper son souffle de dragon. Prêt à tout faire exploser sur le chemin. Mais avant de causer de graves dommages, les cordes volent et la maintiennent. Les autres monstres travaillent en équipe pour le tenir. Le monstre d'huile utilise la magie. Son regard suce la force du lézard. Un coup fort le laisse immobile. Entièrement coincé, il écoute la voix du héros. Les mots coupent le chaos. Ce ne sont pas des ennemis, ils sont dans la même classe. Le héros lui dit de regarder de près. Ne reconnaît-il pas son visage? Quelque chose se déplace dans l'esprit du lézard, un sentiment de nostalgie. Le visage est familier. Peu à peu, les souvenirs reviennent. Il se présente. C'est un gars. Se calmant, il murmure le nom qui ne croit toujours pas. De toutes les personnes, il ne s'attendait pas à voir Guy même après la réincarnation. Guy le reconnaît également et fait un sourire coquin. Il n'y a pas d'erreur, la cicatrice sur la preuve du front. En riant, le lézard accepte enfin la réalité. Si Guy est là, alors les choses sont devenues beaucoup plus intéressantes. Il décide de se présenter correctement. Je brille à la tempête. 2e année. Classe C, numéro 10, capitaine de l'équipe furieuse Roar of Attack. Mais surtout, Sogure Takanashi. Takahashi, un fier délinquant, s'est toujours retrouvé le plus fort de la région. Sur la promenade pour le prouver, seul un gars l'a arrêté, Guy Ando. Dans le passé, Gern a défié Guy pour un duel, mais à sa grande surprise, Guy a refusé. C'était la première fois que quelqu'un le retournait en arrière. Frustré, Guiram a demandé une explication, pensant que Guy avait peur. Mais lui, calme. Il a répété ce que son grand-père a dit, les arts martiaux sont pour la formation, pas pour les combats dénués de sens. S'il les utilisait imprudemment, ce ne serait pas digne de ce que le grand-père enseignait.
Avec cela, Guy est parti, laissant Jerry dans sa main. Mais ce n'était pas pour abandonner. Il savait que s'il pouvait battre Guy, le champion invaincu de Jiu-Jitsu, Kuretti, Kendo et plusieurs autres tournois, cela pourrait être appelé le réel le plus fort. Mais, autant que j'ai essayé, Guy n'a pas accepté le combat. Il a même essayé le pot de vin, offrant des autographes et des faveurs rares, mais rien n'a collé. Jusqu'à un jour, l'inspiration a frappé. Il a appelé Guy dans un bâtiment de la vieille école et a fait une proposition, un test de résistance uniquement avec sa tête. Pas de main. Pas de pied, juste des entêtes. Cela n'a pas rompu la promesse de Guy, non. Guy a ri de la persévérance, mais s'est heurté. Lorsque le différend a commencé, Guy a tout frappé, avertissant Glenn de se perdre, de mieux ou d'apparaître. Glenn, déterminé, regardait fermement, prêt à prouver sa valeur. S'il faisait face plusieurs fois, leur entêtement a nourri le combat. À la fin, Glenn est tombé au sol, tous blessés et vaincus. Pour la première fois de sa vie, il a perdu. Dans le présent, Glenn a encore du mal à comprendre la situation bizarre. Il sait que tout le monde s'est réincarné. Mais pourquoi tout le monde est-il devenu un monstre? Les collègues des différents clubs sont devenus. L'un devenu Gollum, un autre œil maléfique, un combattant est devenu un squelette et un artisan est devenu une araignée sinistre. Ne peut-il pas poursuivre l'arrêt, est-ce? Mais ce qui le rend plus bon, c'est une chose. Pourquoi le gars est-il toujours bon, être humain? Ces mots viagent, bro. Maintenant, Guy n'a aucune réponse à cela. Il s'est simplement réveillé de nulle part. Glenn se déplace, mourant de la chance de Guy. Mais Glenn lui-même silencieusement. Dans ce monde là-bas, un être humain n'est peut-être pas aussi tant qu'il y paraît. Le gars pointe les corps monstrueux autour d'eux, expliquant leurs avantages. Agilité, force, capacité à survivre. Un corps humain ne se rapprocherait jamais. Glenn écoute tout, mais ne convainc que lorsque Guy se souvient que le corps de son dragon est bien supérieur à tout humain. Peu de temps depuis qu'il a même craché le feu. Voyez, y réfléchissant, Glenn essaie à nouveau, montrant sa force brute. Mais Guy donne ce petit sourire et dit qu'il est toujours plus fort. Glenn ne veut pas perdre la morale. Il commence à se vanter de la force. Mais Guy le coupe à l'heure. Dans un claquement de doigts. Le gars tire l'épée et le colle dans le cou de Glenn. Le gars se pâlit et s'excuse déjà rapidement, disant que c'était juste une blague. Demande comment Guy a fait cela, et il ne répond qu'à parce qu'il a décidé du temps qu'il ne perdrait jamais. La conversation change à la sœur jumelle de Guy, Miu. Glenn se souvient de son nom, et Guy explique qu'elle s'est libérée du cristal seule. Mais les conneries n'ont pas été aussi simples. Plus de gens s'étaient réincarnés. Mais Miu n'était plus humain. Ils voyageaient ensemble lorsqu'ils ont été attaqués. Le Guy se souvient bien. Le moment où ils sont venus prendre le Mu. Les vampires l'attendaient déjà, l'appelant une épouse de leur vampire. Ils l'ont capturé devant un gars, riant et jetant le gars sur le sol. Comme les ordures, le jeter ne vaut pas. Sans force, il s'est évanoui. Quand elle s'est réveillée, elle était partie. Miu s'était réincarné comme un vampire adolescent, et il n'a pas réussi à la protéger. Ce souvenir brûle toujours dans son esprit. S'il avait été plus fort, elle n'avait peut-être pas été prise. Peut-être qu'il n'avait pas tout perdu. Son grand-père était parti. Et Miu était tout ce qu'il avait. Maintenant, il n'a qu'une seule piste, la mamie. Peu importe ce qui se passe, il trouvera ce Dan de sauver sa sœur, même s'il coûte sa vie. Un squelette là-bas parle, disant qu'ils ne sont pas les seuls chasseurs. Le royaume sacré les voit comme des monstres scellés et veut exterminer tout le monde. Il n'y a pas de conversation où vivent les monstres. Le royaume sacré envoie la foule pour les éliminer. La haine est lourde. Guy absorbe tout cela, en pensant déjà à la stratégie. Si c'est le cas, ils doivent être plus intelligents. Ils ont besoin de dribbler le royaume sacré, de sauver les pénératifs et de devenir plus forts. Maintenant, la classe de classe 2 est seule, sans alliés. Ce monde est cruel, mais même sans un endroit sûr, ils ont besoin d'un endroit pour appeler à la maison. Pendant ce temps, au milieu de la forêt, une mine est désespérée pour la vie. Derrière elle, un groupe de gars du mauvais sourire, prêts à l'obtenir. Elle sait que le temps s'épuise. S'ils la prennent, c'est fini. Elle crie à l'aide. Désespérée. Soudain, elle trébuche et tombe juste devant le groupe de Guy. Ils peuvent à peine réagir avant l'arrivée des gars. L'un d'eux, monté sur un cochon géant, se moquant et raconte la mine. Guy reste à la sienne, en regardant fermement. Les gars continuent de menacer, ne sachant pas ce qui va se passer. L'huile maléfique, une créature qui ressemble à un mauvais pouvoir, s'approche des porcs. Avec un sort, il fait la magie, enchant les porcs pour se souvenir de leur nature sauvage.
Les porcs deviennent un peu confus, mais la chose change. Les souvenirs instinctifs reviennent avec tout. Les gars qui ont roulé en eux ne voyaient que de la nourriture. Sans avertissement, les porcs attaquent leurs propres propriétaires, les renversant sur le sol. Les gars terrifiés essaient de s'échapper, mais c'était déjà. Les porcs eux-mêmes détruisent et disparaissent dans la forêt. La polio du mal donne ce sourire satisfait. La foule est impressionnée. Glenn se souvient même d'un film où ils ont utilisé des porcs pour se débarrasser des corps. Une fois la confusion terminée, ils vont à la mine. Guy s'agenouille à côté d'elle. Remarquez ses longues oreilles. Une pensée passe sur sa tête. Est-elle une elfe? Après un certain temps, la mine commence à se réveiller. Mais quand vous les voyez, la peur prend le dessus. Normal, non. Guy et les gens ressemblent toujours à des monstres. Même un elfe serait terrifié dans une telle situation. Heureusement, vous avez une astuce standard pour ces moments. Le gaz arrive à la morale, disant calme que c'est un maître monstre. Au début, la mine est sous le choc, mais il la rassure, disant que tous ces monstres ne sont que des amis de lui. Ils ne sont pas dangereux, seulement dociles et se sont comportés. En écoutant cela, la mine réduit déjà le garde et s'excuse. Dire que je n'avais jamais vu de dompteur auparavant et que je ne voulais pas poser de problème. Le gaz rit, lui disant d'être calme. Il comprend qu'elle avait peur. Pendant qu'elle regarde, plusieurs idées passent sa tête. Il a frappé que la plume rouge facile. Les domaines doivent être beaucoup plus forts qu'elle ne le pensait. Incroyable. Et maintenant il est là. En parlant de bien aux monstres comme la normale. Mais il n'y a pas de temps pour y penser. Elle a besoin de se concentrer sur le gars. Pendant ce temps, Takahashi, qui est un peu suspect, se demande pourquoi la mine était pourchassée. Guy pense et pense que c'était probablement par enlèvement. La mine semble très soignée, doit être une bonne famille. Soudain, l'elfe appelle le gars, se penchant vite, le suppliant de la poursuivre sans rien demander. Sans clignoter, il commence à courir. Au fur et à mesure, Glenn se demande s'ils peuvent même la suivre et s'il ne serait pas préférable de la laisser derrière. Guy, qui ne sait même pas où aller, décide de suivre la mine. Glenn, Alf Cabrero, dit qu'il y a quelque chose d'étrange. Elle ressemble à l'aristocrate, et tout cela donne un mauvais sentiment. Le gars sourit et rend le Glenn amusant parce qu'il a peur. En fin de compte, ils arrivent dans un bâtiment de style occidental au milieu de la forêt. Il semble abandonné et s'effondrer. Avant de se rapprocher, les flèches volent vers eux. Un gars apparaît, avertissant qu'ils ne peuvent pas passer. Le guémal s'écarte d'une flèche et alerte déjà. Le gars qui dirige un groupe de chevaliers ordre, avertissant que quiconque passe ce point sera traité comme un envahisseur du territoire elfe. Il envoie les chevaliers pour tirer à nouveau, mais avant de le faire, l'elfe avance, disant rapidement qu'ils ne sont pas ennemis. Le gars fait enfin attention à elle et attire qui elle est. Amy explique qu'elle était poursuivie par la brigade Caban. Puis il dit que le gaz l'a sauvée. Et pas seulement cela. Cela révèle qu'il est un maître monstre et que les créatures avec lui sont toutes sous son commandement. Demandez à donner ce message aux chers amas parce qu'ils veulent les présenter correctement. Les chevaliers d'elfes sont en doute, ne sachant pas comment agir. Ensuite, les portes se répartissent et une voix appelle quelqu'un pour entrer, mais à une condition, seul le dompteur peut entrer. Guy regarde ses amis, s'assurant qu'il reviendra bientôt. Quand il entre, Amy le prévient d'être prudent et de se comporter. Dès qu'il entre, Amine tombe à genoux et s'incline profondément. Devant eux, une femme est assise sur une chaise, l'air froid. Son expression est difficile et elle demande pourquoi Amy est toujours en vie. Guy est étonné. Les deux mines sont identiques. Un ami hésite. Mais après un certain temps, dit la vérité. Lorsque la fin de la brigade l'a poursuivie, elle était terrifiée. Je ne voulais pas mourir. Les larmes poussent les yeux alors qu'elle demande pardon. Mais en même temps, le doute apparaît dans sa voix. De quel droit doit-elle vouloir vivre? Aucune excuse ne change le fait qu'elle a échoué. Sa voix échoue alors qu'elle tombe au sol, s'appelant impardonnable. L'expression du Deirdre devient encore plus difficile. Sans réfléchir, elle me donne un coup de pied, regardant le mépris. Sa voix est tranchante, demandant quoi faire lorsqu'un appât ne veut pas accepter son rôle. Elle ne pardonne pas, me frappe à nouveau, furieuse qu'elle a oublié le but. Amine devrait être capturée à la place de JR pour gagner du temps pour qu'elle s'échappe. Le guet, qui ne peut pas se tenir debout le voir, arrive ensemble et tient le poignet de Deirdre. L'arrêter. Il lui dit de se calmer, de blâmer qu'Amine ne résoudra plus rien. Les chevaliers réagissent rapidement, à l'avenir, envoyez le gaz à l'écart. Avant les conneries pires, Amine parle rapidement. Expliquez que le gars et ses monstres sont forts.
C'est pourquoi elle pensait qu'il pourrait aider. Le regard de Deirdre devient plus net pendant qu'elle le comprend. Elle se rend compte à quel point Guy et sa classe devraient être puissants. Ensuite, elle lui demande s'il comprend vraiment qui est après eux. La réponse est trop tendue. Ils finissent par la brigade, le gang des voleurs les plus puissants qui soient, comme un groupe sinistre avec cette putain de membres a réussi à vaincre l'armée de Gandalf. Et en plus de cela, Gillian, qui est le défilé elfique, en est collé. À dire, qui est la princesse et est un peu cynique, doute que le gars puisse affronter ces gars et lui diment sa vie. Lorsque la mine soulève l'épée à demi-vacuum, la porte explose et les elfes arrivent nécessitant des explications. Mais alors une telle didate semble convaincue, disant qu'il est là à l'ordre de Gillian de récupérer la princesse. Les chevaliers dessinent les épées, mais le climat est sinistre parce qu'ils ne savent même pas ce qui s'est passé avec les gardiens. Le bien est bon, appréciant le désespoir de la foule, et libère toujours dans la boîte que les elfes à l'extérieur ont déjà été éliminés et que le manoir est entouré. Il dit que la princesse n'a aucun moyen de s'échapper et qu'elle n'a qu'à se rendre. Le tout dans la morale, mais avec une voix froide dit que les elfes à l'extérieur ont été exterminés. Jouant les dents, la colère s'élevant dans la veine. Lodo sort dans la plus grande tranquillité si elle se rend et vient en morale. Il peut lui sauver la vie, mais elle sait que c'est un imbécile, juste une conversation pour masquer une condamnation à mort. Elle a tiré que ce qui va rouler n'est pas seulement avec le roi, mais toute sa famille sera jouée lors d'un spectacle d'horreur, comme un avertissement clair que le pouvoir a changé du propriétaire, que l'ancien gouvernement est décédé et qu'une telle restauration du royaume n'est qu'un coup dur. Elle ne les laissera pas l'utiliser comme ça. Si elle accepte, elle ne deviendra qu'un outil pour s'assurer que la reconstruction du Sud ne roule jamais. Les chevaliers sont dans la pression, essayant de la convaincre que la remise est la manière la plus sage. Ils disent que garder les rebelles en vie demande de donner du mal, que Gillian est trop intelligent pour laisser idiot. Ils disent que la princesse survivra. Mais Démato joue réel, ce qui, bien qu'elle sait que Gillian a commencé la rébellion, les gens sont dans la plus grande ignorance. Selon l'histoire, ils essaient de s'en tenir aux têtes des gars. Le roi Elical du Sérieux était un tyran cruel. Il a accumulé de l'argent uniquement pour lui et que la princesse Dire, fatiguée de la corruption de son père, aurait rejoint le ministre Gillian. Le roi Malvadao a battu, puis elle allait épouser Giléan pour former un tout nouveau royaume, comme le conte de fées. En entendant cela, Adir commence à trembler, mais ce n'est pas la peur, c'est en colère. Pense-t-il qu'elle avalera cet arrêt? Même le nier. La dame ne appelle même pas et lui dit d'avaler que son opinion ne vaut rien. Ce qui compte, c'est qu'il est vivant. Ils ont déjà un plan pour s'assurer qu'il collabore. Un poison spécial qui ne tue pas, mais qui est fort pour le maîtriser. Il suffit d'être du côté de Julian en tant qu'épouse. Adir secoue avec colère. Comme, je veux vraiment que je sois du côté du gars qui a tué mon père et prétend toujours qu'il est le bon Zao de l'arrêt? Il ne laissera jamais ce clown rouler. Soudain, les dégâts tombent dans le rire. Profitez de tout le drame. Adir, pistole, veut savoir ce qu'il trouve drôle. Il sourit juste avec un sourire tordu, disant qu'elle n'a pas encore abandonné. Mais ce n'est pas utile parce que ses seuls alliés sont les rares qui sont de son côté. Cela seul suffit pour sceller son sort. Avant de progresser, les chevaliers de Sveria, Elvin Warriors, arrivent pour l'empêcher d'arriver près de la princesse. Les frères Clay, 3 hautes épées, sont partis à l'heure, faisant cette formation de triangle qui est leur marque, attaquant avec précision. Adir ressent une étincelle d'espoir. Pourquoi donner un coup puissant comme ça au début et la pure chance? Aucun tueur ne survit à cette technique, qui a été faite pour être incontournable, quelle que soit la capacité de l'adversaire. S'il laisse tomber les dégâts tout de suite, le reste de la bataille sera un gâteau. Il est le plus fort. Donc, si les 3 peuvent l'éliminer rapidement, le reste peut être manipulé. Les 3 guerriers investissent contre Dato, visant à le mettre fin en un seul coup, mais il laisse échapper la lettre dans sa manche, une compétence de combat unique, 4 mains. Contre 3 attaquants, il a 4 armes en main. Les dégâts donnent ce sourire méchant. Prêt à faire un spectacle, active la transformation appelée Grace Moon, qui lui laisse 4 bras. Et il contrecarre l'attaque contre le bon, renversant les 3 de la morale. Il devient drôle leur stratégie, prenant une vague parce qu'il pensait qu'une astuce de base allait le renverser. Avec un sourire de supériorité, il demande quel genre de garde ce sont. Et revient déjà, déterminé à mettre fin au service. Pendant ce temps, Guy voit toute la confusion, tirant rapidement qu'il est entré dans un brabant froid. Un tueur est derrière la princesse et il y est entré. Il pense à quoi faire. Vous devez intervenir pour sauver la princesse ou être du côté du tueur. Mais ni l'un ni l'autre ne mérite la confiance.
Le jeu le plus intelligent serait sorti et laisserait tout le monde derrière. Mais il y en a un sur place. Il ne peut laisser personne qui a vu son visage s'échapper vivant. Adir l'appelle soudainement, disant qu'il embauchera ses services. Guy hausse les sourcils, surprise par le changement d'idée, se souvenant qu'elle avait averti de ne pas entrer sans besoin, mais elle répond bientôt que la situation a changé. En lisant son visage, elle indique clairement qu'elle n'a rien à offrir en retour, mais le gaz met déjà ses conditions. Tout d'abord, vous voulez savoir où se trouve la cachette du vampire. Deuxièmement, il veut des informations sur qui sait où se trouve le cristal de plafond. Il doute que l'intelligence des elfes a quelque chose d'utile, mais Adir garantit que s'il peut gagner du temps avec ces monstres, elle vous dira tout ce qu'elle sait. Sans clignoter, le gaz appelle son armée. Ces créatures détruisent rapidement les gardes ennemis, provoquant le chaos au combat. D'Amato observe le plaisir, prenant la vague de la fragilité des protecteurs de DIR. Mais elle fait face à son arrogance avec un défi, l'avertissant de rester loin d'elle. Il sourit juste, appréciant sa haine, car pour lui, plus la mine est forte, plus la récompense est grande. Avant de progresser, le guet glisse devant les deux. Ennuyé, les dégâts demandent qui il est. Guet reste calme. Il fait l'éloge des compétences des dégâts et dit qu'il n'est qu'un mercenaire embauché. Sa patience est sur le bord et il donne au gaz un ultimatum hors de l'avant. Sans trembler. Guy s'excuse et explique que l'adversaire d'Amato n'est pas lui. À ce stade, Glenn tombe du toit, entrant enfin en scène. Il attendait le bon moment et maintenant il est prêt à l'action. En observant le champ de bataille, il demande s'il s'agit des ennemis. Guy confirme, affirmant que les dégâts sont probablement les plus forts et le leader. Les dégâts laissent échapper un soupir avant de rire. Il avait ressenti quelque chose d'étrange dans les airs, mais maintenant en voyant tout, il le trouve drôle. Juste un lézard. Ceci est la lettre dans la manche de Guy. Un animal qui tire la voiture. Et pourtant, le gars a eu le courage de l'embaucher. Cela fait rire encore plus. Glenn n'est pas secoué par leur arrogance. Avez-vous déjà vu ce film? Moffy, sous-estimation, certains idiots faisant semblant d'être durs. Glenn, la tempête, dans n'importe quel monde, est toujours la même. Si vous laissez ces gars libres, ils prennent tout ce qu'ils veulent et détruisent tout sur le chemin. Quelqu'un doit les mettre en place, et il est plus que disposé. Pendant ce temps, une mine de clan avance contre Guy. Il bloque l'attaque avec un soupir, la grondant pour avoir attaqué sans avertissement. Elle haussa les épaules, disant que depuis que tout le monde se bat, elle mieux se dispute aussi. Elle sait exactement qui il est, mais Guy n'est pas d'humeur. Il demande dans la boîte si elle est une femme. Elle confirme et veut savoir pourquoi c'est important. Guy dit qu'il n'aime pas tuer une femme. Elle donne un rire moqueur, le défiant. Il parle d'un tel coup de charbon et rend le plaisir à sa manière calme. Elle prévient que le manoir est scellé et que personne n'entendra rien. Le gars sourit, jetant ces mots. Même une souris ne s'échappera aujourd'hui. Pour elle, la journée sera inoubliable. À l'extérieur, le chaos commence à rouler. Bercé est excité parce qu'ils ont été appelés pour aider les elfes, et il semble que l'entrée soit entourée de méchants. Il pense que s'il devrait se lancer dans le combat, mais il n'est pas nécessaire, car le malheur est arrivé. Trop vite, donnant 48 coups de pied monstrueux sur le toit. Papati se rend vite compte que même les elfes ont réussi à apprivoiser les monstres. Mais ça ne tombera pas facile. Il coupe Satoshi, la renversant sur le sol. Pendant qu'elle regarde, Papaditch apparaît à côté d'elle, utilisant son pouvoir de clonage pour lui jeter une hache. La lame se gratte la joue et pendant un moment la sensation de la coupe prend le dessus. Elle se tourne pour le trouver. Peppa vous avertit qu'elle cesse de résister, disant qu'elle ne complique que sa propre vie. Pendant ce temps, Guy et Jiabe continuent le combat. Guy a de la chance, car c'est une rare chance de faire face à la célèbre brigade Caban. Jiabe avance à nouveau, mais Guy peut se défendre au bon moment. Elle pensait que, étant un dompteur, il n'aurait pas beaucoup de compétences dans le vrai combat. Mais maintenant, il réalise que le gars est plus capable de ce qu'elle imaginait. Même ainsi, pour elle, cela n'a rien d'importance. Il est certain que le résultat ne changera pas. Leur taux de réussite de leur mission est absolu. Avec un sourire froid, Jabi lève la main, montrant combien de personnes déjà tuées. Elle a cessé de compter après 200. Et maintenant, vous avez hâte de mettre le nom de Guy sur la liste. Puis elle attire son attention à l'autre côté. Glenn s'efforce de récupérer son souffle pendant que Guy vérifie s'il va bien. Mais Glenn ne s'attendait pas à ce que les dégâts soient aussi forts. Les dégâts le provoquent avant d'attaquer, mais les coups ne coupent pas les écailles de Glenn difficiles. Réalisant que la force brute ne suffit pas, il lance Glenn contre le mur.
Pendant ce temps, JAB sourit de manière malveillante, l'avertissant de ne pas être distrait avant de donner un coup explosif avec une poudre à canon. Rick reconnaît la capacité de JAB, tandis que JAB elle-même déclare en toute confiance que la prise de Tamari était trop facile. D'Amato est d'accord, pensant que Glenn était également simple à éliminer, et il se concentre sur la princesse. Cher Dirty Furious Merder, si les monstres tiendront les méchants à mesure que leur dernier garde avance pour le protéger. Dans une mémoire lointaine, les monstres réfléchissent à la différence de ce monde, où la vie est beaucoup moins chère que dans leur monde d'origine. Bercé se demande s'ils étaient envoyés ici parce qu'ils étaient eux-mêmes devenus monstres. Glenn, qui en a fait face au plus, commence à douter s'il peut vraiment tuer, réalisant que la justice n'a pas d'importance, juste une survie. De retour au présent, il se lève, regardant l'homme chauve devant lui, prêt à le briser. Les dégâts sont choqués. Glenn devrait être sur le sol après avoir pris une attaque de force diamant. Mais Glenn n'est pas un lézard. Avec un mouvement rapide, il laisse échapper ses griffes de dragon, criant plusieurs fois datif et le renversant. Le JAB, regardant incrédule. Je ne comprends pas ce qui se passe. Frustré, Glenn demande à savoir combien de temps Guy fera semblant d'être inconscient. Le gars se lève soudain, maudissant furieusement le JAB avant de donner un coup de pied puissant qui lui convient. Se tournant vers Glenn, il convient qu'ils doivent frapper les méchants ensemble. Glenn appelle Purge Filch, avalant Jabba et date de lui avec la respiration du dragon, ne laissant que les os. Au milieu de la destruction, Adira avance, les félicitant pour avoir éliminé le pire groupe de méchants. Elle reconnaît leur force. Réalisant qu'aucun dompteur simple ne doit être sous-estimé, Guy exprime les condoléances par ses subordonnés tombés, du moins soulagé qu'elle a survécu. Gardant calme, Adir dit que même si elle est en vie, rien de plus compte. Préserver le sang réel est une priorité, et tout sacrifice est insignifiant à proximité. Glenn trouve ces mots arrogants. Même devant ceux qui sont morts pour elle. Guy est également en doute si c'est ainsi que la royauté est. Avec cela, JR leur dit de partir et de l'escorter à son père. Avant de partir, Gaïa nécessite de savoir si elle a des informations sur le cristal des elfes ou où se trouvent les cachettes du vampire. Elle sourit avec arrogance et nie savoir quoi que ce soit. À l'époque, Glenn et Guy se rendent compte qu'ils ont été trompés. Ennuyé, Guy élève la voix, furieusement. Cette information devait être leur récompense. Mais Adir fait froid, expliquant qu'il n'a jamais fait de promesse. Elle était désespérée et a offert ce qu'elle pouvait. Au lieu de cela, il offre de l'argent en compensation, en disant que, en tant que redevance, il fera tout ce qu'il faut pour reprendre le trône et restaurer. Soudain, le temps change. Adir est traversé par une épée. L'attaquant n'est autre que Gandalf. Les sorciers elfes crient choqués, laissant tomber des sorts alors que les cristaux volent vers lui. L'un des sorciers se déroule jusqu'à Adir, demandant pourquoi Gandalf a fait cela car il était si fidèle à la famille royale. Gandalf révèle la vérité tragique. Sa fille a été sacrifiée comme le double de Dir. Elle était sa seule famille et il n'a jamais accepté sa mort. Cherchant la vengeance, il a orchestré des meurtres, a divulgué des informations pour les méchants et a prévu de tuer des airs. La même nuit, il déclare que la putain de vraie lignée ne devrait pas continuer et qu'il y mettra lui-même. Il devrait remercier, dit-il, pour le tribunal qu'il a livré. L'assistant est étonné. Il pensait que la fille de Gandalf est décédée avec honneur. Et que Gandalf était totalement dédié au travail. Il n'a jamais soupçonné la profondeur de la douleur et de la culpabilité qu'il portait. Maintenant, alors que Docteur est au bord de la mort, elle admet qu'elle n'est pas en mesure de diriger. Une silhouette s'approche, s'excusant doucement à moi. Sa voix tremble et Glenn et Gaïa regardent confus. Avec des mains tremblantes, Amine rassure Dira, disant qu'elle n'a pas à s'excuser pour quoi que ce soit. Elle est juste heureuse d'aider. Toujours respirer. Dira me regarde avec détermination, promettant qu'elle vivra pour elle et qu'elle n'a plus à se soucier des problèmes familiaux. Alors, déménageant à Guy, elle s'excuse. Admettant qu'il a été impliqué dans leurs problèmes involontairement. Enfin, elle révèle la vérité. Elle est la vraie à dire. La puce tombe lourde. Ils ne se sont jamais vraiment échappés. Ce serait là où ils étaient. Il a été divulgué. Il y avait un traître au milieu d'eux. Pour cela, Amine et Dir ont échangé des endroits et Gandalf a tué la mauvaise personne sans le savoir. Plein de regrets, le docteur insiste sur le fait qu'ils doivent partir avant que de plus en plus ennemis n'apparaissent. Elle porte le poids de ceux qui ont sacrifié et refuse de laisser leur mort en vain. Il survivra, il coûte ce qu'il en coûte. Après cela,
le guet escorte les elfes vers le village où les alliés attendent. Bien qu'ils soient maintenant en sécurité, il n'y a aucune idée des compagnons manquants. Mais la chance est de leur côté. La chose qu'ils recherchaient est apparue dans la ville. Dans un endroit où les monstres ne peuvent pas entrer, Guy va sur la place de la ville seul. Devant lui se trouve le cristal. À l'intérieur, une figure humanoïde comme lui. Ses yeux traversent l'endroit. À la recherche de soldats cachés, mais n'en a pas. Il active la libération et le cristal s'ouvre. Il est choqué de reconnaître la figure. Enna. Ici je suis moi. Je sais que c'est le déni de mon amour. Ici je suis moi. Je sais que je suis parti.